Oui, bonjour. Je voudrais juste revenir sur la compatibilité des systèmes entre eux. Je crois depuis longtemps au pack en relève de chaudière, hein, qui aujourd'hui s'appelle plus des systèmes hybridés. Le frein, à une certaine époque, c'était des problématiques de régulation et de discussion entre les systèmes, entre une chaudière et une pompe à chaleur. Aujourd'hui, les fabricants, il y a eu des évolutions considérables, notamment en matière de traitement entre les deux systèmes. Donc ça s'est parfaitement maîtrisé, abouti. Sauf que on va pouvoir hybrider des systèmes sans tout changer. Donc les fabricants ont fait des packaging aujourd'hui hybrides. On peut travailler sur des chaufferies existantes, c'est-à-dire conserver des chaudières et ne rajouter qu'une pompe à chaleur. Voilà. Et ma question, c'était sur le travail des fabricants, justement, sur cette communication entre des systèmes, la compatibilité entre des régulations de chaudières existantes et la régulation en fait d'un système hybride tel qu'on l'a vu, hein, qui s'appuie sur une matrice de coefficient de performance de pompe à chaleur. Moi, je peux peut-être y aller, Michel. Oui. La régulation. En fait, on a beaucoup de chance aujourd'hui, bureau d'études. On a vraiment un large panel de fabricants qui proposent des solutions hybrides, que ce soit des chaudieristes qui font des packs ou plutôt des gens qui faisaient de la PAC et qui aujourd'hui proposent aussi des chaudières. En tout cas, finalement, les installations, les équipements sont aujourd'hui matures. Et en termes de régulation, tout le monde aussi s'est mis au protocole communicant ouvert via le BACnet IP, où on peut venir connaître l'état des différents systèmes. Donc aujourd'hui, moi, je vois beaucoup moins de freins, puisque avec ces régulations communicantes et multimarques, on peut rester sur deux marques différentes sur le terrain et venir ajouter... on a le choix dans les marques et les équipements et venir ajouter donc une PAC sur une chaufferie existante et y intégrer une régulation qui viendra communiquer avec tout ce petit monde dans la chaufferie, quoi. Oui, je ajouter sur le mot sur la régulation, mais hydrauliquement, on s'est tous compris, quoi, je crois. On greffe sur un retour à basse température une PAC qui fonctionne sur elle-même. Et hydrauliquement, ça marche bien. Et ça s'en va vers la chaudière qui finira le boulot. Je crois que c'est une fois qu'on a fait ça, on a fait 90% de la bonne chose. Après, la régule, on va bien trouver quelque chose pour que la chaudière s'arrête, etc. Je ne pense pas que ce soit trop important, en tous les cas. C'est trop grave, en tous les cas. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que dans le schéma que l'on a vu, et on était contraint avec la boucle primaire du lycée pour l'expliquer, mais si on revient sur une solution plus classique d'un immeuble tertiaire, avec un seul réseau de chauffage et une vanne 3 voies, on se greffe sur le retour avant le bypass vers la vanne 3 voies. Vous l'aurez tous compris. Voilà, c'est exactement la même chose en tous les cas. Les emmerdements, ils commencent quand on commence à avoir deux réseaux, deux 23 voies, donc deux retours de réseau, où je mets la PAC, sur quel tube je vais me mettre. Voilà, ça on commence à se poser des questions. Et là, je ne veux pas aller trop loin, mais il y a ce qu'on appelle le ballon énergie, c'est un peu le ballon fourre-tout, hein. Je mets tout dedans et puis je ressors de ça aussi. Donc c'est pas ça qu'il faut faire en tous les cas forcément. Oui, puis il y a une chose aussi, Michel, c'est qu'on n'est pas obligé d'hybrider toute l'installation finalement. Oui, on peut hybrider aussi qu'un seul retour. Tout à fait. S'il n'y a pas de questions, je peux dire chose. On a parlé de puissance utile, puissance utile, puissance utile. Où est-elle cette puissance utile? Elle n'est pas affichée. C'est évidemment pas les plaques chaudières. Eh ben, écoutez, moi je le fais assez régulièrement, hein, et c'est quand même pas facile. C'est quand même facile en période hivernale, et on est en plein dedans. En période hivernale, avec une certaine stabilité de rigueur à un moment donné, on va relever un compteur gaz. Hein.
on relève un compteur gaz, son index, l'heure en tous les cas, et puis 3-4 heures après, on relève le même compteur gaz. Et la règle de 3, les règles de 3 suffisent ensuite à faire la recherche de cette puissance utile en règle de 3 avec une température de non-chauffage et la température de base extérieure. On refait le truc une fois ou deux, si on peut, pour corréler les choses, et puis on a cette puissance de croisière, quoi. Comme il y a plus de générateurs de chaleur, il y a 3 packs dans l'exemple du collège ainsi qu'une chaudière. Est-ce qu'il va y avoir aussi un surcoût sur le coût de maintenance? Est-ce qu'il a été estimé par rapport à l'ancienne chaudière et aussi par rapport aux autres solutions de génération qu'il y avait dans les hypothèses de travail? Alors, j'ai des difficultés à donner une réponse claire parce que cette installation a été mise en service au moment où, en fait, on a renégocié l'ensemble de nos contrats d'exploitation dans les collèges. On a regroupé les contrats d'exploitation des collèges. Et on a un nouvel exploitant qui est arrivé en même temps que la mise en service de la chaudière. Donc, je ne peux pas comparer deux coûts parce qu'on avait deux prestations en P2, P3 qui étaient différentes entre l'avant et l'après. Donc, ça m'est difficile. Mais bien évidemment, il y a fatalement un coût d'exploitation qui est supérieur parce qu'il y a un coût d'heure supérieur pour l'entretien de la partie pompe à chaleur. Sur la partie chaufferie, je pense que ça ne change pas grand-chose. Pour les exploitants, ils font des lignes, un équipement, tant de temps, un équipement, tant de temps. Donc, à 3 pompes à chaleur, donc tant de temps. Donc, c'est chiffré, mais je pense que ça reste assez négligeable au regard du gain économique qu'on peut avoir sur une durée de 30 ans. Voilà. Après, ça amène une petite réflexion, c'est par rapport aux exploitants de chauffage, qui sont souvent plutôt des chauffagistes et qui ont certaines habitudes pour faire des entretiens plutôt de chaufferie, et des techniciens qui aiment bien aller dans la chaufferie, mais qui ont toujours du mal à sortir de la chaufferie, voilà, à passer la porte et aller voir les gestionnaires, le personnel, etc. Ils aiment bien être dans leur petit confort de chaufferie. Bon, là, on les fait sortir un petit peu, donc parfois, c'est chez certains de nos exploitants, alors c'est en Dordogne, mais je pense que c'est partout pareil, une certaine forme de réticence, et il faut parfois un petit peu aller au-delà pour leur expliquer l'intérêt qu'ils ont, eux, à monter en qualification et à faire l'exploitation de ce type d'équipement. Donc ça demande quand même de la formation, mais on y vient. Et ils sont très contents de le faire. Ça se passe bien. Ouais, moi, je pense tout à fait la même chose que Guillaume. Aujourd'hui, on vient rajouter des équipements, des pompes à chaleur à l'extérieur, mais la chaufferie reste la même. Donc le technicien chauffagiste, il sait toujours gérer et suivre ses 23 voies, son vase d'expansion. Enfin, tout ça reste commun. On a ce temps de maintenance pour la maintenance de la pompe à chaleur, mais on est en hybridant sur des puissances faibles. On l'a vu, c'est des doubles ventilos. On est sur du compresseur scroll. On n'est pas sur des grosses puissances à vis où là, ça demande un frigoriste. Et là, finalement, on a une maintenance simplifiée de ce genre d'équipement quasiment domestique. Et dès lors, il y a un coût de maintenance qui est supérieur, mais assez faible au regard de l'ensemble du package P2, P3. Par contre, dans 15 ans, quand il y aura ce besoin de renouvellement de machines, là, pour le coup, il y a un investissement au départ matériel plus important, et en termes de dépannage matériel, forcément là, plus important. Ce n'est pas vraiment sur les heures que ça va jouer, mais vraiment sur le coût matériel. Oui, et le rapport doit tenir compte également d'un prix d'énergie qui a doublé. De l'autre côté, le P1, il a flambé, et donc on va pouvoir se payer un peu plus de choses en P2, peut-être. Mais c'est vrai. Et puis Baptiste, tu parlais d'une chose importante qu'on n'a peut-être pas assez abordée, c'est la durée de vie des équipements aussi. Et quand on reprend les monotones, finalement, on voyait qu'on mettait notre pack en zone de confort, finalement. C'est là où elle est la meilleure, c'est sur des températures clémentes. Et le fait d'hybrider, ça peut aussi avoir un impact assez important aussi sur la durée de vie des équipements, et notamment de la pompe à chaleur. Ouais. Oui. Maintenant, la pompe à chaleur, elle prend aussi la part de la condensation. La période où ça condensait le mieux, quand ça condensait. Oui. Non, mais c'est des beaux changements. Est-ce que les exploitants suivent et sont formés pour ce mode d'hybridation, en fait, vu qu'aujourd'hui, ils sont plus
Ah oui. Hydraulique côté chauffagiste et moins côté clim. Donc en fait, il faut que la personne qui soit aussi hybride en forme de. Alors, Et ça, oui, mais je pense que oui, c'est un souci aujourd'hui de compétences. c'est l'histoire de l'œuf et la poule, c'est-à-dire que si on attend les exploitants, on ne fait rien. Et il faut y aller et les exploitants nous suivront. Donc c'est un pari. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas massifier ce type de solution, faire un gros parc énorme, parce que les exploitants auront peut-être du mal à suivre. Mais derrière, il faut se lancer et eux, de toute façon, ils y viennent. Et j'ai discuté de ce qui s'est passé à Bergerac avec certains exploitants. On a plusieurs contrats d'exploitation sur notre parc, hein, donc on les connaît tous. Ils ont cette appétence et ils se rendent bien compte que leur métier est en train de fortement évoluer. Ils sont plus sur effectivement le travail dans la chaufferie, mais il y a de l'optimisation à faire sur les installations et les maîtres d'ouvrage et les propriétaires maintenant regardent le petit chiffre en bas à droite de leur facture et ça devient vraiment plus qu'important. Donc les exploitants, leur survie, entre guillemets, hein, Oui. leur survie dépend quand même de la montée en compétences et en gamme de leurs équipes. Alors c'est sûr que on se retrouve avec des gros exploitants par contre. C'est-à-dire que nous, en département rural, on avait des petits exploitants qui avaient construit des petites chaudières de collège, qui avaient 2-3 collèges en exploitation et dans une certaine zone de confort, un mode de confort. C'est vrai que quand on arrive avec des équipements un peu plus techniques et qui demandent un suivi un peu plus performatif avec un Decrebax, avec des automates, de la régulation, etc., on se retrouve avec Cofeli, Dalca, IDEX, etc., etc. Donc ça ferme un petit peu le jeu des petites entreprises et des petits exploitants qu'on pouvait connaître sur nos installations. Après, sur du petit tertiaire, la question ne se pose peut-être pas. Ouais, et puis Oui, Non, vas-y, Michel. parallèlement à ça, de toute manière, les chauffagistes, ou en tous les cas nos exploitants, quand on va rentrer dans le cycle frigorigène, ils sous-traitent de toute manière la partie frigorifique. Hein. C'est le manque de réactivité dans ce cas-là. Peut-être qu'il faut qu'ils soient formés par les fabricants, les chauffagistes par les fabricants dans ce cas-là, ou même le mettre dans les contrats pour qu'on soit sûr qu'ils soient performants, compétents. Je sais que sur des contrats d'exploitation, sur des gros contrats où il y a des exploitants qui sont SPI, IDEX, d'autres entités, en fait, ils sont pas forcément... ils n'ont pas forcément la réflexion et la réactivité sur ce système. En fait, c'est souvent des personnes qui sont électromécaniciens ou chauffagistes à la base, et ils sont pas forcément frigoristes, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Il faut vraiment je pense que oui, ils vont suivre. Ils vont être obligés de suivre, ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore tout à fait dans l'ordre du jour, quoi. Mais non, mais voilà. C'est vrai sur du matériel Daikin ou des VRV, ils appellent, il y a une panne, ils appellent Daikin. Hein. Ils regardent le code alarme et ils passent un coup de fil. Ça, on le voit bien. L'avantage de l'hybridation, c'est qu'on a une chaufferie gaz qui est à côté, et si jamais on a une grosse panne sur le côté pompe à chaleur, quand même, on est dans notre zone de confort et on va chauffer le bâtiment. Donc, ce qui nous laisse le temps de réactivité est un peu compensé par le fait qu'on a quand même une chaufferie gaz qui tient l'ensemble de l'établissement. Mais ce n'est pas une solution qui est idéale. Ouais, ça pose problème sur la consommation. Oui, tout à fait. On peut penser aussi que c'est aux fabricants de progresser pour rendre la maintenabilité des systèmes peut-être plus évidente, plus facile, avec des notices d'entretien peut-être plus parlantes. Et puis sur la formation, moi je voulais rebondir, on voit quand même qu'il y a une refonte de la formation. Aujourd'hui, les bacs pro chauffagistes purs ou même BTS n'existent plus. C'est des formations en génie climatique, donc la partie, les jeunes techniciens qui vont arriver sur le marché sont formés aux deux systèmes. Donc on peut penser aussi que ça va permettre de faire monter en compétence les exploitants, quoi. Merci à vous en tout cas. Merci à tous pour votre participation. Merci.